Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons travailler les exercices du chapitre 2. Mais avant de commencer en fait faire les exercices, il y a quelques notions qui ne sont pas passées dans la vidéo du cours que j'aimerais faire passer rapidement parce que on en aura besoin dans les exercices. Ça concerne juste les transformations de Lorentz quand on utilise le formalisme des quadrivecteurs. Donc, comme vous le savez bien, la transformation de Lorentz, ce sont les règles mathématiques qui lient les composantes spatiales et temporelles, qui sont finalement les coordonnées qui forment le quadrivecteur, d'un référentiel inertiel avec un autre référentiel inertiel dans le cas où l'un des référentiels se déplace à une vitesse constante v par rapport à l'autre. Et ça, vous devez le connaître à partir de vos cours, de votre cours sur la relativité restreinte. Donc x', y', z', t', ce sont les coordonnées spatiales et le temps dans un repère S' qui se déplace à une vitesse v par rapport à un repère S où les composantes sont, ou bien les coordonnées sont x, y, z et t. Donc gamma, c'est le facteur de relativité qui est égal à 1 sur racine carrée 1 moins V2 sur C2. Donc ça, c'est une relation que vous devez connaître, sinon je le rappelle ici. Mais quand on utilise le concept des quadrivecteurs, ces quatre composantes-là deviennent les composantes du quadrivecteur. Par exemple, au niveau position, x mu. Donc on a x' mu, ce sera le quadrivecteur, donc ça c'est x' mu, c'est le quadrivecteur position dans le repère S', et ça c'est x mu, c'est le quadrivecteur position dans le repère S. D'accord? Donc normalement le passage c'est pareil, donc on fait juste avec une représentation matricielle. Vous voyez bien que si le mouvement est juste selon x, les composantes y' et z' ne changent pas. Donc on a dans la matrice finalement les valeurs diagonales 1, 1 pour ce qui est x2 et x3, donc ça c'est y et z. Là on a la composante temporelle et là on a x. Pareil ici on a t', la composante temporelle ou ct', et puis là on a la composante spatiale x'. Et bêta ici, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, bêta c'est juste le symbole qu'on utilise pour représenter la valeur V sur C. Donc si vous faites la multiplication matricielle de cette matrice avec ce vecteur-là, et puis vous remplacez x0 par ct, x1 par x, x2 par y et x3 par z, vous allez retrouver ces relations-là qui sont la transformation de Lorentz selon x. Du point de vue nomenclature, on parle dans ce qu'on appelle un boost. Donc une transformation de Lorentz, en fait, ou la matrice transformation de Lorentz, c'est un boost. On appelle comme ça, un boost selon x, si par exemple on est juste en déplacement selon x. D'accord? Donc ça, c'est la représentation matricielle avec un quadrivecteur x' mu, le quadrivecteur x mu dans le repère S, et leur passage d'un à l'autre par la matrice de Lorentz. Maintenant, on écrit ça d'une façon plus généralisée. Donc, la matrice de Lorentz, de transformation de Lorentz, le boost, d'une façon généralisée est écrit ou indiqué comme gamma, mais grand gamma, ou lambda, pardon, ça c'est lambda, c'est pas gamma. Grand lambda, ce V à l'inverse c'est lambda. Avec les éléments de matrice, vous voyez là, on a ligne colonne, on a 4 par 4, puisque en fait le quadrivecteur possède 4 composantes. Donc vous remarquez que l'indice en haut là, puisque ici, donc là il faut faire cette remarque, puisque ici je suis en train de parler de x' mu avec mu indice en haut, donc c'est la forme contravariante. Donc x' mu en haut et x mu avec mu étant en haut, donc contravariante. Alors ce que vous remarquez, c'est que si je suis là sur la première valeur x'0, donc là j'ai lambda 0 qui est 0, 0 partout,
Et là, j'ai l'indice qui part de 0 à 3. Puis là, maintenant, je suis sur la deuxième ligne, donc x'1. J'ai lambda 1 ici partout. Et puis, j'ai l'indice en bas qui prend toutes les valeurs entre 0 et 3. Et donc, si vous faites tout simplement la multiplication, on va obtenir ça. Regardez, x'0 va être lambda 00 x0, lambda 01 x1, lambda 02 x2, lambda 03 x3. Ainsi de suite pour les autres. Si vous le regardez bien, vous remarquez que là, ce qu'on a en fait, on a ça et ça, qui sont même indices, et qui en fait prennent toutes les valeurs entre 0 et 1. D'accord? Toutes les valeurs entre 0 et 1. Toutes les valeurs entre 0 et 1, alors que celui-là, cet indice-là, en haut, est le même que celui-là. Et bien ça doit nous faire penser à la convention de sommation d'Einstein, ce qui est le cas. Donc pour généraliser en fait, on écrit la transformation de Lorentz dans sa forme contravariante avec cette forme-là. Regardez bien. Ça, c'est exactement ce qui est écrit en haut là. X' mu, donc mu peut être 0, 1, 2 ou 3, mais pour un mu donné, x'0, on a lambda mu nu x nu. Et puisque là, on a un indice en bas qui se répète pareillement en haut, on fait la convention de sommation d'Einstein, donc ça va nous faire quoi? Lambda mu 0 x0, lambda mu 1 x1, lambda mu 2 x2, lambda mu 3 x3. Et puis après, on passe sur la deuxième valeur de mu. Et ça va nous faire cette série de 4 équations qui finalement sont rien d'autre que cette représentation matricielle. Donc ça remplace soit cette forme, soit cette forme. Et c'est ça la beauté de ce formalisme que Einstein a pu introduire, c'est que, vous voyez là, toutes les transformations de Lorentz sont écrites juste avec ces petites relations entre le quadrivecteur exprimé dans S' et le quadrivecteur exprimé dans S, avec ça étant la matrice de Lorentz. Bien évidemment, si maintenant on est dans la forme covariante, donc si l'indice est en bas, et ben ça s'inverse, donc l'indice en bas reste le même pour chaque ligne, et puis c'est l'indice en haut qui change avec x nu, donc nu qui prend aussi les valeurs entre 0, 1, 2 et 3. Après, là, c'est quelque chose qu'on peut faire par exercice après, mais c'est simple à démontrer. Si vous faites ici x' mu comme produit scalaire, vous allez vous rendre compte que la multiplication ou le produit lambda mu nu, lambda nu mu doit être égal à 1. Donc, la relation, si on inverse les indices, c'est le transposer. Et ça, c'est normal. Donc ça, si vous inversez les indices, vous êtes en train de prendre une ligne et vous êtes en train de le mettre en colonne. Ou une colonne, vous êtes en train de le mettre en ligne. Donc, la matrice est transposée. Donc, la matrice de Lorentz, si on inverse les indices, ben, c'est la transposée de la valeur ou de la matrice quand les indices ne sont pas inversés. En tout cas, ça je comprends bien que c'est très abstrait, avec des symboles et tout. Ça peut avoir l'air un peu chaud, un peu difficile. Je le comprends parfaitement pour ceux qui n'ont pas trop utilisé ça ou si vous ne l'avez pas vraiment vu en profondeur avant. Mais on va le voir dans les exercices et les exercices vont nous donner le goût de manipulation de ces formalismes-là. Dernière chose avant de passer sur les exercices, c'est que ce passage par transformation de Lorentz est en fait une condition qui définit un quadrivecteur. C'est-à-dire tout quadrivecteur, n'importe quel quadrivecteur, il se transforme d'un repère à l'autre par la transformation de Lorentz. C'est-à-dire, si on cherche à démontrer qu'un vecteur qui possède 4 composantes est un quadrivecteur, il faut démontrer qu'il peut passer d'un repère à l'autre via la transformation de Lorentz. Et vous allez voir ça dans les exercices. Nous allons passer sur la feuille d'exercice que vous trouvez sur le website et qu'on va essayer de résoudre un par un. Commençons avec, à savoir que c'est juste la partie 1 du chapitre 2, c'est-à-dire que dans la partie 2, vous allez avoir une vidéo dans laquelle je vais expliquer comment on cherche et ce sont quoi les variables de Mandelstam, puis on va résoudre une deuxième feuille d'exercice là-dessus.
Donc l'exercice 1, il nous dit quoi? Et on demande de montrer que la somme de deux quadrivecteurs, A mu et B mu, est aussi un quadrivecteur. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est pour cela que j'ai fait cette petite introduction. Donc quand on dit qu'on a un quadrivecteur, il faut immédiatement noter que ça veut dire que ce quadrivecteur se transforme selon la transformation de Lorentz. Donc A' mu est égal à lambda mu nu, lambda mu nu A nu. D'accord? Ça signifie que A mu est un quadrivecteur. C'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre dans cette introduction que je viens de faire. Toujours, c'est toujours le cas. Et en même temps, donc, bien évidemment, puisque B mu aussi est un quadrivecteur, donc B mu aussi se transforme selon, pardon, c'est B, B aussi se transforme selon la transformation de Lorentz. B' mu est égal à lambda mu nu B nu. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on a, pardon, B nu ici. C'est ce qu'on a pardonné. D'ailleurs, ça aussi c'est faux, je dois le corriger. Il faut faire attention parce que, comme vous voyez, on peut facilement se tromper si on ne fait pas très attention. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il faut en fait que la sommation d'Einstein prend lieu, donc il faut que ça et ça soient un en haut, un en bas. Pareil ici. Donc, il nous dit que si les deux quadrivecteurs, que la somme, il faut montrer que la somme de ces deux quadrivecteurs est aussi un quadrivecteur. Donc, si on fait la somme, donc il faut montrer, d'ailleurs, pour montrer que la somme est un quadrivecteur, donc il faut montrer quoi? Il faut montrer que la somme aussi obéit à la transformation de Lorentz. Donc il faut montrer que A' mu plus plus B' mu, qui est la somme dans le repère S', dans un repère S', vous excusez mon écriture, il faut que celle-là aussi se fait par transformation de Lorentz, ce passage entre les repères. Si c'est le cas, alors la somme est aussi un quadrivecteur. Donc il faut que ce soit A mu nu, A nu B nu, ou bien A nu plus B nu. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc pour ce faire, on va tout simplement prendre la somme, pardonnez-moi, de A' mu et B plus B' mu. Or, si on prend la somme, A' mu plus B' mu, ça nous donne quoi? On peut remplacer chacun de ces quadrivecteurs par son valeur. Donc c'est lambda mu nu A nu plus lambda mu nu B nu. Donc vous allez voir que ça devient quand même banal, mais les indices, ça peut être un peu overwhelming. Et donc là, tout simplement, c'est juste la matrice lambda mu nu qui multiplie A nu plus B nu. Et ça nous donne finalement ce qu'on va chercher. Et voilà, c'est la solution. Bon. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Donc dans l'exercice 2, je vous donne que il faut se rappeler qu'un scalaire, comme par exemple l'intervalle espace-temps, est un invariant sous transformation de Lorentz. Et je vous demande de montrer que le produit de deux quadrivecteurs A mu, B mu, donc c'est un produit scalaire, est un scalaire. Bon, ça a l'air bizarre comme question, mais à savoir que c'est très important. C'est vrai que ça a l'air trivial, mais il ne l'est pas nécessairement. Donc, vous avez déjà vu dans le cours, et on va le démontrer dans d'autres exercices, que par exemple le produit scalaire du vecteur, du quadrivecteur, par exemple, je vais l'écrire, nous avons vu que x mu, le quadrivecteur position, ça nous a donné la valeur S au carré, qui est l'intervalle espace-temps au carré. Donc c'était un invariant de Lorentz.
Pourquoi? Parce qu'on sait ça, on connaît ça depuis le cours de relativité et on peut déjà le démontrer. On a vu aussi que U mu, le produit scalaire U mu du quadrivecteur vitesse était égal à C au carré, qui est aussi un scalaire, donc qui est aussi invariant. D'accord? Donc ça, ce sont des scalaires. D'accord? Et un scalaire, ça veut dire un scalaire, c'est quelque chose qui est invariant. D'accord? Sous transformation de Lorentz. On avait aussi P mu, donc ça, vous pouvez revenir au cours. Donc comment on va faire ça d'une façon plus généralisée? D'accord? Comment montrer que A mu, B mu est un scalaire? Ben, déjà, on va revenir sur la même idée. On parle de quadrivecteurs A mu et B mu. Donc, il faut toujours se rappeler, puisque A mu et B mu sont des quadrivecteurs, donc ils obéissent aux transformations de Lorentz. Donc A' mu, d'accord, s'écrit comme lambda mu nu A nu, en haut, et B' mu est aussi égal à lambda mu nu B nu. D'accord? Voilà. Alors maintenant, si on prend le produit A' mu, B' mu, ou si vous voulez, voilà, on va dire, on va prendre A' mu, B' mu. Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh ben, ça sera lambda mu nu A nu qui multiplie, et là il faut faire attention, là j'ai passé entre ici et là de la forme contravariante à la forme covariante. Donc B' mu en bas, ça fait quoi? Ça fait lambda nu mu, d'accord? Mais ça peut pas être nu mu nécessairement parce que en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Lambda rho mu B rho. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mis rho ici et j'ai pas mis nu, tout simplement parce que si je mets immédiatement nu ici, c'est comme si je suis en train immédiatement de éliminer lambda mu nu, lambda nu mu. Ce qui va finir par être le cas d'ailleurs. Mais puisqu'on est en train de faire une généralisation, donc on met un autre nom d'indice pour ne pas que ça soit annulé immédiatement et on va voir comment ça va être annulé. Donc ça donne quoi là? Eh bien ça va donner lambda mu nu, lambda rho mu, A nu B mu, A nu pardon B rho, A nu B rho. Alors remarquez que ce produit-là, en fait, et ça c'est quelque chose qui peut être démontré, mais pas dans ce cours-là, donc je vous ai éliminé une partie parce que ça sera pour l'année prochaine, mais ça vous pouvez le prendre par confiance si vous voulez comme ça, et vous allez voir que ça va être compris facilement. A nu B rho. Donc c'est quoi le delta ici? Le delta ici, cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle l'indice de Kronecker. En fait, lambda rho nu, ou n'importe quels soient les noms des indices, mais qu'ils soient différents, il est égal soit à 1 si les deux indices sont les mêmes, donc si rho égale nu, d'accord? Donc si rho égale nu, eh ben ça sera égal. Et ça sera égal à 0 si rho différent de nu. D'accord? Donc, pour que je puisse l'enlever, je ne peux pas l'enlever que si rho égale à nu. Et donc, ça donnera quoi? Eh bien, ça sera égal à 1 si rho égale nu. Et là, ça me donne 1 nu, B nu.
A nu, B nu. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ce produit-là est égal à ça. Donc, il est invariant de Lorentz. Hein? Donc, regardez, je vais continuer. Donc, comme conséquence, donc par conséquence, on vient de démontrer par calcul que A' mu fois B' mu est égal à A', pardon, égal à A nu B nu. Et là, vous remarquez qu'il faut penser à l'idée que je dis avant. Le nom de l'indice, c'est indifférent, hein, que ce soit nu ou mu, on s'en fiche là. Ces deux-là sont égaux, sont les mêmes en fait. D'accord? Donc là, je peux l'écrire aussi A mu, B mu. Ça change là. Il faut juste que en haut et en bas, dans le même produit, que ce soit le même indice. Mais si c'est pas le même ici et là, c'est indifférent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ce produit-là, ce produit est invariant de Lorentz. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, en partant dans un repère S', ben, il est égal au même produit dans le repère S. Ce produit est invariant de Lorentz. Donc l'écriture c'est terrible, mais voilà, on peut rien y faire pour l'instant. Est invariant de Lorentz, et donc c'est un scalaire. Donc c'est un scalaire. Implique le produit. Si on a deux quadrivecteurs A mu et B mu, et ben leur produit A mu B mu est scalaire parce qu'il est invariant de Lorentz. Ok? Et voilà. Bon, maintenant on passe à l'exercice 3. C'est aussi simple, hein, donc aussi c'est des preuves de relations, si vous voulez, ou des énoncés que vous pouvez, à partir de maintenant, les prendre comme connus, quoi. Donc, la première question dans l'exercice 3, montrer que si un quadrivecteur A mu est égal à 0 dans un repère inertiel S, il est aussi égal à 0 dans un autre repère inertiel S'. C'est relativement simple. Hein. Comment on va le faire? Ben déjà, la façon de faire, donc je vous apprends la façon de faire si vous voulez. Quand vous voyez quadrivecteur A mu, immédiatement ça veut dire que ce quadrivecteur se transforme par transformation de Lorentz, parce que c'est un quadrivecteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser tout le temps. Donc, A' mu est égal à lambda mu nu A nu. D'accord? Or, on a A mu égale 0. D'accord? Et comme l'indice est muet, donc ça c'est indice muet, c'est-à-dire on s'en fout du nom. Donc ça c'est indice muet. Indice muet, c'est-à-dire A mu égale 0, c'est la même chose que A nu égale 0. C'est la même chose. Mu, nu, alpha, ce que vous voulez. Et bien si on le met ici, pardon, qu'est-ce que j'ai écrit là? Je voulais écrire A nu. D'accord? A nu égale 0. Et bien si vous le mettez ici, ça vous donne quoi? Ça vous donne A' mu, c'est lambda mu nu d'un vecteur qui est égal à 0, et bien c'est égal à 0, et ce qu'il fallait démontrer. Si A mu égale 0 dans le repère S, A' mu est égal à 0 dans le repère S'. C'est simple. Deuxième question. Il faut en déduire de ça que si deux quadrivecteurs A mu et B mu sont égaux dans un repère inertiel S, ils sont aussi égaux dans un autre repère inertiel S'. D'accord? Et ça, il faut en déduire. Donc, comment on va faire? Regardez. Et il faut que si dans S, si A mu égale B mu, dans S, ça c'est dans S, dans le repère S, il faut démontrer que A' mu égale B' mu dans le repère S'. C'est ce qu'on cherche à démontrer.
Et puisqu'il faut déduire, donc ce qu'on va faire, c'est le suivant. En fait, ce qu'on va faire, on va dire, ben, si A mu égale B mu, ça c'est quelque chose qu'on a. C'est-à-dire A mu moins B mu égale quoi? Égale à 0. A mu moins B mu égale à 0. Soit, on va l'appeler, A mu moins B mu, on va l'appeler C mu. Donc c'est un quadrivecteur égal à la différence des deux. Donc C mu égale à 0. Or, on vient de démontrer dans 1 que si un vecteur est nul, quadrivecteur est nul dans un repère S, il est aussi nul dans un repère S'. Donc d'après implique C' mu égale à 0, ça par déduction. Donc ça c'est d'après petit 1. Excusez-moi, là ça d'après petit 1. Premièrement. Et bien si C' mu égale à 0, c'est-à-dire quoi? Et bien c'est-à-dire A' mu moins B' mu égale à 0, parce que c'est le prime, A' mu moins B' mu. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux, ces deux quadrivecteurs, ils passent par transformation de Lorentz. C'est pour cela qu'on peut écrire ça, égale 0. Et donc A' mu égale B' mu, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc, je vais l'écrire comme ça, voilà. Et c'est ce qu'il faut démontrer. D'accord? Donc, bon, maintenant la troisième question, la finale. Montrer finalement que si le produit scalaire d'un quadrivecteur A est nul, donc A mu égale 0, ceci ou cela ne signifie pas que le quadrivecteur est lui-même nul. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'on démontre que si, donc ça c'est troisièmement, si on a A mu, parce que c'est un quadrivecteur, A mu égale 0, A mu lui-même, le vecteur lui-même, n'est pas nécessairement nul. Donc si le vecteur est nul, donc cette relation c'est vrai. Mais si cette relation est vraie, ceci ne veut pas dire nécessairement que A n'est pas nécessairement nul. Voilà. Et comment on va voir ça? Eh bien regardez. Soit on va appeler A mu, il a les 4 composantes. A mu, on va leur donner leur nom, donc en forme contravariante, on va les appeler, je sais pas, A, B, C, D. Ils sont bien sûr A0, B0 et pardon, A0, A1, A2, A3. Mais là, je vais les appeler A, B, C, D juste pour éviter d'écrire beaucoup d'indices. Implique quoi? Implique sa forme contravariante, et ça c'est la relation, sa forme covariante qu'on a vue dans le cours. La première composante reste la même, ben les autres sont en moins, d'accord? Moins B, moins C et moins D. Ça, on a vu dans le cours. Maintenant, si on fait A mu, B mu, A mu, ben, ça fait sommation d'Einstein, c'est-à-dire on va multiplier ça par ça, plus ça par ça, plus, ça va donner quoi? A au carré, ça fois ça, moins B au carré, ça fois ça, moins C au carré, et ça fois ça, moins D au carré. Ben, bien évidemment, si on prend moins en facteur commun, on peut faire le facteur commun et ça devient plus ici. Donc si égale à 0, comme on a donné ça dans l'exercice, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire qu'en fait, A au carré est égal à B au carré plus C au carré plus D au carré. Et non pas A égale B égale C égale 0 égale D. Donc en fait, si le produit scalaire est nul, c'est-à-dire le quadrivecteur possède ses composantes A, B, C, D telles que A carré égale B carré plus C carré plus D carré. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant le cas,
Prenez le cas de x mu égale 0. Le cas x mu égale 0. X mu, il a quoi comme composante en contravariant? Ct, n'est-ce pas? X, Y et Z. Et X mu en covariante, il a quoi comme composante? Ct aussi, ça ne change pas la première composante, moins X, moins Y, moins Z. Moins X, moins Y, moins Z. Attendez, moins Y et moins Z. Maintenant, si on fait X mu, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire Ct au carré, moins x2 plus y2 plus z2, qui est la longueur spatiale, x2 plus y2 plus z2, plus z2. Donc maintenant, si ça égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on a vu avant, mais ça veut dire que ct au carré, ou bien ct égale aux racine carrée de x2 plus y2 plus z2. Et là, en fait, si vous regardez bien le sens physique des choses, ça, c'est espace, c'est une longueur spatiale. Alors que ça, c'est le temps. Et bien, si le produit scalaire x mu, si en fait la longueur de l'intervalle espace-temps est égale à 0, alors le temps et l'espace sont égaux. Et ça n'arrive que dans le cas d'un photon. C'est quand on a un photon, l'espace et le temps sont égaux. Très bien. Ben, comme ça, on finit l'exercice 3. Maintenant, l'exercice 4. Honnêtement, ben, l'exercice 4, c'est très simple. C'est juste, enfin, tout est simple jusque-là. Hein. Mais là, pour l'exercice 4, je ne vais pas le faire maintenant. Je vous laisse le faire vous-même. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. D'accord? Donc, je vais vous laisser faire ça quand même vous-même. Parce que vous avez dans le cours les réponses, donc vous savez quelles sont les composantes du quadrivecteur mu, et vous savez que le produit scalaire doit être égal à c au carré. Il faut juste faire de la mathématique, un peu d'algèbre, c'est tout. Je vais plutôt faire l'exercice numéro 5. Donc, comme noté dans cet exercice, nous allons démontrer d'abord que l'expression du vecteur continuum classique ne permet pas de satisfaire la loi de conservation de l'impulsion. Ben, c'est quoi la loi de conservation de l'impulsion? Vous savez bien, hein, on appelle ça plutôt, peut-être que vous le connaissez, sous le nom de conservation de quantité de mouvement. C'est-à-dire que si on a un système fermé, isolé, la quantité de mouvement est conservée. C'est-à-dire si on a un accident, une collision, une fission, etc., donc une réaction, généralement, la quantité de mouvement total du système, avant et après le phénomène d'interaction, de la collision ou autre, cette quantité de mouvement est conservée. Donc, elle doit être égale avant et après. Donc, pour démontrer ça, on se prend une situation où on a en fait un noyau de masse M qui est au repos dans un repère S. Donc, on est dans un repère S dans lequel la masse M est au repos. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce noyau, il va faire une fission nucléaire, il va se décomposer en deux noyaux de masse égale, M sur 2, et qui vont partir idéalement dans les deux sens, de droite à gauche et de gauche à droite, avec la même vitesse U. Donc, moi, U, c'est pour dire qu'on est dans l'autre sens. Donc, j'aurais dû mettre un vecteur ici, mais c'est juste pour dire que c'est la même valeur. D'accord?
La première question nous demande d'utiliser l'expression classique du vecteur impulsion de quantité de mouvement, mv, vectoriel, hein, donc en 3 dimensions, pour démontrer que la quantité de mouvement est conservée dans le repère S. C'est un exercice, une question très classique, niveau terminal. D'accord? C'est simple. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que P avant égale quoi et P après égale quoi. Ils doivent être égales. Donc, la quantité de mouvement, donc ça c'est la première question. La quantité de mouvement P avant, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait avant? Ben, avant, on avait la masse M toute seule, donc c'est M, avec qui multiplie sa vitesse. Donc c'était quoi la vitesse de la masse M dans le repère S? Ben, c'était 0. Hein. Donc c'était fois 0 égale 0. Donc la quantité de mouvement avant la collision est égale à 0. Maintenant, après, la quantité de mouvement après, c'est quoi? Eh bien, après, on avait la formation de 2 noyaux, M sur 2 et M sur 2, avec des vitesses opposées. Donc, c'est M sur 2, donc c'est vectoriel, avec U, plus M sur 2, la deuxième, mais l'autre, il est moins U. C'est pour cela qu'il y a le signe moins pour les vecteurs. Et bien, si on projette sur l'axe des X, enfin, ça peut être appelé U1, U2, puis on projette, ça fait moins U. Donc, mais en général, ça va faire quoi? Ça va faire M sur 2, U moins U, donc égale aussi 0. Et bien, c'est ça. Alors, on voit facilement que P avant égale P après. P avant égale P après. C'est tout. Donc, dans le repère S, donc le repère, si vous voulez, du laboratoire, où cette fission prend lieu, eh ben, la conservation du quantité de mouvement P égale mv vecteur est conservée. Très bien. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, c'est la plus intéressante. Donc, attendez, là, ça va me faire un peu de soucis. Très bien. Pourquoi ça me fait ça? Oh là là. Hop. Ben, il veut pas. Il veut pas. Et voilà. Et ben, maintenant, on va considérer un autre repère S'. Donc vous imaginez qu'on a cette fission, donc je vais le dessiner, on a cette fission qui prenait lieu, dans le repère S. D'accord? Où on avait, donc ça c'est le repère S, on avait la masse M au repos, avant, et puis on a eu deux masses M sur 2 et M sur 2 qui sont parties avec les vitesses U et moins U égales dans les deux sens. Donc ça c'est M sur 2 et l'autre M sur 2. Maintenant, si on a un observateur qui est dans un repère S', et que ce repère S' se déplace à une vitesse V, grand V, comme ça, dans la direction de X positif, et ça c'est le repère S'. Si on a un observateur maintenant dans S' qui regarde, imaginez c'est un œil comme ça, dans S', et qui regarde ce qui se passe dans S, qui regarde cette fission, qu'est-ce qu'elle va voir? Donc, quelles sont les vitesses
de la masse M et des deux masses M sur 2 comme vu par le repère S'. Donc j'ai composé la question en deux parties en fait. Bon, d'abord, S' est en déplacement à vitesse V dans la sens positif des X par rapport à S. Donc, un observateur dans S', il va voir ce repère reculer vers l'arrière, donc dans la direction moins X, avec la même vitesse V. Donc, par rapport à S', par rapport à S', donc si on se met dans le point de vue de S', par rapport à S', le repère S possède une vitesse moins V. D'accord? Donc, on va chercher la vitesse de la masse M, comme vu par S'. Or, M, il était au repos dans S. Donc, si S' voit que le repère S recule à une vitesse moins V, donc il va voir aussi, cet observateur dans S', que la masse M n'est pas au repos en fait par rapport à lui, mais elle se déplace en reculant avec une vitesse moins V. Donc, la vitesse de M, M possède une vitesse moins V comme vu par S'. Très bien. Maintenant, les masses M sur 2 et M sur 2. Ils vont posséder quelle vitesse? Et bien là, il faut penser à l'utilisation de transformation de Lorentz des vitesses. Pourquoi? Parce que là, on a M sur 2 qui possède une vitesse U, petit u, dans le repère X, dans le repère S, que je vais appeler maintenant U de X. Donc, elle possède une vitesse par rapport à S. Et on va chercher sa vitesse par rapport à S' qui lui possède une vitesse grand V par rapport à S. Et donc ça nous fait penser à utiliser les relations de transformation de Lorentz des vitesses qui nous disent quoi? Voilà, en fait c'est facile à voir. U' de X, donc c'est la vitesse de la particule dans S', donc dans le repère qui bouge. U de X, c'est la vitesse de la particule dans S, le repère initialement considéré comme stationnaire. Et V, c'est notre grand V, c'est la vitesse du repère S' par rapport à S. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ben, il faut tout simplement qu'on cherche alors soit M sur 2, comment écrire? Soit, excusez-moi, donc là, il faut que je passe à ça, voilà. Donc, par rapport à S', on a les deux masses M sur 2, un qui va avoir une vitesse, donc les masses M sur 2, des deux particules, ils vont y avoir deux vitesses, que je vais appeler U'1 de X et U'2 de X. Donc je vais les chercher. Hein, sachant que U1 est égal à U et U2 égale à moins U. Donc dans S. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner U'1 de X. Selon la formule, donc je suis juste la formule, c'est U de X, c'est la vitesse de la particule M sur 2, l'une d'elles dans le repère S, donc c'était U, moins la vitesse grande V du repère, 1 moins U V sur C2. Et la deuxième particule U' de
sa vitesse dans S', c'est sa vitesse dans S. Or, en S, l'autre particule, elle était selon moins U, donc c'est moins U, moins la vitesse du repère, donc moins grand V, grande V, sur 1 moins la vitesse, c'était moins U, donc moins U, ça fait plus U, fois grand V sur C2. Et ben voilà, comme ça on a cherché la vitesse de petit m, bon je ne l'ai pas écrit en fait, donc et la vitesse de petit m égale moins V. Dans où c'est dans S'. Très bien. Alors, ils nous disent, montrer que le vecteur impulsion classique, donc P égale M fois V, n'est pas conservé dans le repère S'. Bah, tout simplement, on va chercher P avant et P après. D'accord? Donc, là, je vais l'écrire. Là, on a trouvé que ça a été égal à U moins grand V sur 1 moins U grand V sur C2. Et on a aussi, donc ça a été, si vous voulez, ça c'est avant. Et on a aussi la deuxième masse M sur 2 qui possédait moins U, moins V sur 1 plus UV sur C2. Sur C2. Et ça, c'est après. Et bien tout simplement, si on cherche P, que je vais appeler P' maintenant, avec son vecteur hein, avant, je vais enlever le vecteur quand même, ça me conviendra mieux maintenant, parce que les vecteurs, ça ne va rien changer. P' avant, c'était égal à quoi? À M fois sa vitesse dans S'. Donc c'est M fois moins V. Bon, ça c'est P avant. Et P' avant, pardon. Donc c'est P', c'est la quantité de mouvement avant la collision, mais convue par S'. Et P' après, c'est quoi? Eh ben, c'est M sur 2 qui multiplie la première vitesse, donc U, excusez-moi, U moins grand V sur 1 moins V2, pardon, moins U, V sur C2, plus la quantité du mouvement de la deuxième particule M sur 2, multipliée par sa vitesse qui était égale à moins U, moins grand V sur 1 plus U, V sur C2. V sur C2. Et bien, si vous faites le calcul de ça, c'est juste un peu d'algèbre, ça va nous donner égal à moins MV, moins M, grande V, mais qui est multiplié par un facteur qui est 1 moins U2 sur C2, sur 1 moins U2 V2 sur 4. U2 V2 sur 4. Hop, excuse-moi. U2, ça devrait être U. U2 V2 sur 4. D'accord? Et bien ça c'est clairement différent de moins MV, donc différent de P avant, et donc ce n'est pas conservé. C'est ce qu'il faut démontrer. Et voilà.